Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire un petit tour d'horizon ici de troisième, donc en se basant sur les notes d'analyse. Les notes d'analyse ici, c'est à partir découle ici de la lecture des rapports financiers, d'écoute des conférences call, notamment ici les rapports financiers du trimestre précédent ici, donc le dernier trimestre disponible ici aujourd'hui sur troisième. Donc également, n'oubliez pas, on écoute toujours les conférences call avec un rapport financier, histoire de voir à peu près si le scénario de l'hypothèse d'investissement de départ est toujours d'actualité ou bien s'il y a des problèmes à l'horizon. Je pense ici que tout le monde connaît les problèmes de troisième. OK, mais est-ce qu'on est en train de résoudre ces problèmes? C'est ça la première, c'est ce qui nous intéresse ici. OK, donc j'ai déjà fait une analyse quantitative de troisième au mois de août ici. Donc vous pouvez aller revoir cette vidéo-là. Elle est en... Donc, vous pouvez la combiner avec celle-ci parce qu'ici, on va survoler les éléments quantitatifs. OK? Donc, on y va rapidement. Alors, je mets mon spotlight et voilà. Donc, en 2023, troisième terminera vraisemblablement l'année dans le rouge. Pourquoi? Donc, la société a enregistré des pertes importantes au second et au troisième trimestre et il est probable qu'elle ait enregistré un léger déficit pour les 3 derniers mois de l'année. Le chiffre d'affaires global devrait probablement avoir baissé de 5% en 2023. Troisième a été durement touché par les dépenses liées aux frais de justice. Donc, c'est la raison principale ici. OK? Donc, c'est l'une des raisons. Donc, elle a conclu un accord pour un recours collectif concernant les PFAS, donc qu'on appelle également Forever Chemical. Donc, rappelez-vous ici, la dernière note d'analyse qu'on a fait sur troisième, on en parlait déjà, je pense que c'était au mois d'avril ou au mois de mars de l'année 2023. OK, donc je pense que c'est à cette période-là qu'elle avait décidé de... Non, je pense que la période précédente, elle avait décidé de ne plus fabriquer ce genre de produit-là. Donc, les PFAS, c'est ce que vous pouvez retrouver ici sur les poêles anti-adhésives. OK, donc ce qu'on appelle généralement les Forever Chemical et prévoit de verser à peu près 10,3 milliards de dollars au système d'approvisionnement en eau publique aux États-Unis, bien sûr, au cours des 13 prochaines années. Donc, ce qui veut dire que quand on prend 10 milliards 300, ça ne veut pas dire qu'on verse 10 milliards 300 en une fois, mais on doit reverser à peu près, on doit provisionner au moins chaque année 700, disons à peu près 800 millions par là. OK? En moins dans vos bénéfices nets. Ça, c'est juste pour un seul litige. OK? Ensuite, elle a également accepté un règlement de 6 milliards de dollars pour résoudre l'affaire des bouchons d'oreille utilisés pour les armes de combat, donc au niveau vous vous souvenez ici de la situation avec l'armée américaine, les fameux bouchons d'oreille ici où troisième était au courant de la situation depuis plusieurs années, n'a presque rien fait dessus, donc ça nous coûte 6 milliards en date d'aujourd'hui. Donc ce montant-là sera payé en 6 ans. Donc le 800 millions précédent, vous vous rappelez, 10 milliards 300 divisé par 13, plus le 800 000, donc ça fait à peu près 800 millions, c'est 792 millions ici, plus à peu près ici le 6 milliards à payer en 6 ans, ça fait déjà aux alentours de combien? 1 milliard 800 en moins, au moins sur les 6 prochaines années. Donc en moins sur vos bénéfices nets, au moins sur les 6 prochaines années. Et ce n'est pas terminé. Donc, les coûts de restructuration ont également pesé lourd. Donc, vous savez qu'actuellement également, elle est en phase de scission. D'accord? Donc, si l'on exclut ces éléments, donc à savoir les frais liés au procès, les coûts de restructuration, le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 8,95 et 9,15 $ par action contre 10,10 $ en 2022. Donc, maintenant, l'entreprise devrait renouer avec la rentabilité dès cette année, dans 2024. Donc, parce que vous allez voir ici, il faut qu'on s'entende. En gap, donc si on prend ici les normes GAAP, elle va perdre de l'argent. Mais si on a juste d'éléments extraordinaires, disons que c'est exceptionnel ici, tout ce qu'on a eu, les charges liées à la restructuration, les charges liées au procès ici, disons-nous que c'est exceptionnel, ok? Donc, ça veut dire que c'est une entreprise ici qui va avoir tendance à ne pas perdre d'argent en réalité, ok? Donc, il faut suivre les free cash flow ici. Vous allez voir qu'en termes de prévision, on s'attend peut-être ici à des bénéfices nets négatifs, très négatifs, mais si on ajuste et qu'on va regarder les free cash flow, en fait, elle gagne de l'argent, ok? Donc, elle devrait renouer avec la rentabilité en 2024. Donc, les efforts de restructuration et de rationalisation devraient se poursuivre au cours des prochains mois. Donc, le projet de scission de son unité de soins de santé est en bonne voie. Donc, troisième a procédé à la séparation des flux de travail et s'attend à ce que la scission soit finalisée au début de 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions et des approbations requises. Donc, dites-vous ici que les entités en question, même si elles sont encore au sein de troisième, travaillent séparément. OK, donc c'est-à-dire ici que
On a déjà un PDG, on a un directeur financier, etc. Bref, elle fonctionne déjà comme une entité indépendante. Donc, le segment des soins de santé a représenté environ 25% des revenus du conglomérat l'année dernière. Donc, quand on parle ici d'année dernière, attention, c'est par rapport à 2022, hein, l'année fiscale 2022, j'aurais dû préciser ça ici. Donc, troisième se concentrera probablement sur le renforcement de l'exécution opérationnelle et a investi dans ses filiales afin d'améliorer son positionnement sur les marchés à plus forte marge, ce qui est de bon augure ici pour la croissance à long terme. Donc, les améliorations de la chaîne d'approvisionnement contribueront probablement à accroître la productivité, ce qui permettra d'augmenter les marges. Et quand je parle de troisième ici, je parle encore de troisième à l'état stationnaire sans prendre en considération une éventuelle séparation des activités. On va y revenir. Toutefois, les litiges en cours et les frais juridiques pourraient tempérer les gains anticipés, même si la direction s'est efforcée de minimiser le risque des poursuites en cours. Donc, présentement, elle mentionne qu'on est en train de résoudre la situation. On aura tendance à moins dépenser dans le futur. Donc, il y a, voilà, les plus grosses dépenses sont déjà passées. On va le dire comme ça. OK? Mais on n'est pas à l'abri de surprises. Donc, il faut faire très attention ici. Donc, en définitive, la société prévoit en 2024 que la majeure partie des bénéfices sera réalisée ici au cours du second semestre. Seront? Bref, il faut que j'aille vérifier ça ici. Bref, rappelez-vous d'une chose, c'est que si au premier semestre de l'année 2024, dans les 6 premiers mois, vous vous rendez compte que, troisième a de mauvais résultats ici, etc., négatifs, non, c'est prévu déjà. D'accord? C'est prévu. Donc, maintenant, par rapport à troisième, donc je mentionnais tout à l'heure qu'on aura une séparation des activités. L'activité Healthcare ici, donc soins de santé, représente à peu près 25% ici de troisième. Et c'est une activité ici qui rapporte de l'argent. OK? Où troisième a un certain leadership également. Donc, pourquoi est-ce qu'on se sépare de cette activité? Et moi, je pense que lors de la séparation, prêtez attention, qui est-ce qui va assumer les risques liés aux différents procès? Parce que la partie Healthcare, elle est très intéressante lors du spin-off. Elle est très intéressante parce que d'aucuns pourraient se dire ici comme les troisième en termes de valeur, les actionnaires de troisième vont payer de l'argent à long terme ici. Non, c'est peut-être pas le cas. Est-ce que vous connaissez l'histoire de General Electric? Vous voyez ceci, General Electric, c'était un conglomérat. OK? Il y avait des entités financières, il y avait des entités industrielles. Donc, cette compagnie, quand vous la regardez comme ça, vous allez vous dire, il n'y a rien d'exceptionnel dessus. Mais en fait, les actionnaires de General Electric, disons même à partir de 2016, n'ont pas perdu d'argent. Oui, ils n'ont pas perdu d'argent. Je pense même qu'ils ont gagné de l'argent. Même ceux qui ont investi en 2016. Pourquoi? Parce que ce troisième a vendu certains segments d'activité. Même pas vendu. Elle a séparé certains segments d'activité et fusionné avec d'autres entités ici. OK? Donc, et la plupart de ces activités-là étaient des activités où elle était leader. Donc, je me souviens ici, elle avait vendu son segment, comment on appelle ça, dans le pétrole et le gaz ici. Donc, au niveau des services de pétrole et de gaz ici, à Baker Hughes. Donc, vous, en tant qu'actionnaire de General Electric, vous aviez également une partie de Baker Hughes parce que quand on a spin-off, on a fusionné avec Baker Hughes. Donc, il y a également, dernièrement, je pense qu'elle a vendu son segment ici, location d'avions à AirCap. OK? AirCap, c'est le plus gros loueur d'avions au monde. Donc, c'est eux qui rachètent massivement les avions ici. OK? Donc, c'est une entité purement financière ici. Donc, vous pouvez la voir. Enfin, il faut la regarder ici. La regarder du point de vue bénéfice net, c'est déjà une bonne chose, mais il faut vraiment regarder en profondeur, checker la dette. Et c'est une entreprise qui devrait également générer des free cash flow. Bon, on n'a pas encore parlé de cette compagnie ici, mais bon, ça pourrait intéresser certaines personnes ici qui veulent investir sur Boeing ou bien sur Airbus. Voilà une alternative. En tout cas, si on revient sur General Electric ici, en fait, les actionnaires de General Electric ont gagné de l'argent. Beaucoup d'argent même. C'est pour ça que je dis sur troisième, il n'avait pas des problèmes de procès. Troisième, les procès en cours, vous vous souvenez qu'on nous parlait d'un prix, des montants de plusieurs centaines de milliards, etc. Ça ne sera peut-être pas le cas. C'est ce que je dis toujours, faites attention au news flow. Quand il est négatif, il est très négatif. Quand il est positif, il est très positif. OK? C'est à vous de rechercher l'équilibre ici. Et l'équilibre, c'est uniquement en lisant les rapports financiers et uniquement ici en améliorant vos connaissances sur le secteur d'activité, également ici sur à peu près la moyenne, combien est-ce qu'on a eu à payer en moyenne pour ce genre de situation dans le futur. OK? Donc, dans le passé plutôt. Donc, pour revenir ici à troisième, ce que je pourrais dire, c'est que quantitativement, troisième est sous-évalué. Même en prenant en considération les procès en cours, cette compagnie reste sous-évaluée. Je sais également que
et je vous encourage pas à acheter troisième, hein. Tant qu'il y a des nuages gris à l'horizon, tant que les procès ne sont pas résolus, et je vous dirais même que cette compagnie aura toujours des procès. Il y en aura toujours. Quand vous vendez ici les produits chimiques, quand vous êtes dans la chimie spécialisée, etc., il y en aura toujours. Même Apple a des procès. Donc, pour ceux qui pensent que non, s'il n'y a pas de procès, dès qu'il y a un procès, je dois fuir, non, c'est pas ça. OK? Donc, maintenant, ici, c'est comment est-ce qu'on manage cela. D'accord? Donc, quand on va spin-off l'entité Healthcare, ça pourrait être intéressant pour quelqu'un qui est actionnaire à troisième. Donc, il ne va pas forcément tout payer parce que ce segment-là gagne beaucoup d'argent. Donc, moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qui va rester avec les charges liées aux différents procès. Le 16 milliards en question, qui va supporter le 16 milliards? Est-ce que c'est l'entité restante, le conglomérat industriel? Enfin, l'entité restante après le spin-off. Et ce n'est pas le premier spin-off. Je pense qu'on a eu tendance à commencer à vendre certains segments d'activité. Et c'est ce qui va se passer. Je pense également qu'après ceci, il y a de grands... Enfin, je ne dis pas qu'il y a de grandes chances, mais je ne serais pas étonné qu'elle vende d'autres segments d'activité, qu'elle se sépare en plusieurs morceaux. D'accord? Donc, dites-vous également ici que c'est une raison également pour réduire le dividende. Elle a les moyens de payer le dividende, hein, quand toutes les entités ici vont ensemble. Mais si on sépare les entités par rapport à la personne, par rapport à l'entité qui va avoir tendance à supporter le poids des procès en question, bah, il va falloir ici ajuster l'allocation du capital. Donc la dette, le dividende ici ne sera peut-être plus une priorité. Donc ne soyez pas étonnés qu'il soit réduit après la séparation. Ne soyez pas étonnés. Soit une entité ne paiera pas de dividende, soit les deux vont avoir tendance à réduire. On va vous dire, ouais, vu qu'on est séparés, il n'y a plus de raison de payer ce niveau de dividende-ci. Et ce serait une bonne décision. OK? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait également rajouter ici? Je prends l'exemple des procès ici, notamment parce que quand on prend en considération une compagnie comme Kenvue, vous vous souvenez, Kenvue qui appartenait ici à Johnson & Johnson, etc. D'aucuns voient souvent ici parce qu'ils ont des grosses marques ici, enfin, entre parenthèses, hein, ils ont ce genre de marques ici en pharmacie, on se dit qu'il y a un pricing power, etc. C'est tout ça, la compétition est basée sur les prix. Il n'y a pas de marque au niveau des médicaments, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. OK? Les gens ici, quand ils achètent, c'est d'abord le prix, surtout quand c'est en vente libre. OK? Quand on veut du Tylenol, on veut peut-être de l'ibuprofène ou bien de l'acétaminophène, Nicorette, etc. Tout ça, c'est en vente libre. C'est pas pour rien qu'elles se séparent de ces activités-là. Elles auront tendance à fusionner ici. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises ici qui sont spécialisées pour acheter certains types de produits parce que ces produits-là ont des marques fortes. OK? Donc, le Petit Marseillais, je connais. Mais en termes de positionnement ici dans cette industrie, je ne sais pas où est-ce qu'elle se situe. OK? Donc, il pourra avoir de bonnes marques ici que d'autres entités vont avoir tendance à racheter. Et je pense même qu'il y aura une multitude de fusions-acquisitions dans ce segment consumer-là. OK? Donc, ça ne veut pas forcément dire ici que Kenvue va avoir tendance à gagner beaucoup d'argent. Mais Kenvue, quand Johnson & Johnson spin-off Kenvue va avoir tendance à assumer les procès liés au talc. Mais pourquoi? Parce que le talc, en fait, c'est un truc en vente libre. Oui ou non? Et voilà, c'était sur la marque ici, Johnson & Johnson pour les bébés, etc. Donc, qui va supporter les procès en question, ou bien les charges liées à ces procès à l'extérieur des États-Unis, je pense bien? C'est Kenvue. Et je pense qu'il y a également d'autres procès ici, je ne sais pas, bon, enfin, entre parenthèses, liés à l'acétaminophène, les femmes enceintes, etc. Mais bon, ça, c'est très fragile parce que c'était à peu près écrit sur la boîte. Le régulateur américain avait approuvé ce médicament-là pour les femmes enceintes. OK? Donc, ce n'est pas de la faute ici à Kenvue, enfin, je ne sais pas. Bref, dans tous les cas de figure, ce n'est pas si solide par rapport à la situation liée au talc. OK? Donc, quand on spin-off une entité, posez-vous la question de savoir quelle est la raison derrière. Quelle sera la dette de la nouvelle, une fois les entités séparées. Et est-ce qu'il y a des procès qui vont avoir tendance à être supportés ou bien est-ce qu'il y a des charges liées à des procès en cours qui vont avoir tendance à être supportés par les entités qui sont spin-off? Très important à aller regarder. OK? Très important à aller regarder. Kenvue, comme j'ai toujours dit, c'est rien d'exceptionnel. Je pense qu'elle est juste correctement évaluée sans plus. OK? Je sais qu'également qu'il y a une entité, par exemple, Reckitt Ben Kisser, qui est spécialisé ici pour le rachat justement de ce type de marque forte là. Je pense également qu'il y a Perrigo qui fait à peu près la même chose.
c'est son business principal ici, racheter des marques fortes, essayer de les développer. Je pense que Reckitt, c'est l'entreprise ici qui a... je pense, je ne sais pas si c'est eux qui font les Durex ou ce genre de choses-là, si c'est elle qui fait Durex, etc. Bref, dans tous les cas de figure ici, vous allez remarquer que Sanofi, spin-off, le segment consumer, GlaxoSmithKline, Johnson Johnson, Pfizer l'a fait. Donc, ça devient ici un big trend dans ce genre de secteur d'activité-là. Donc, ça veut dire que la compétition sera essentiellement basée sur les prix. Parce que dites-vous que, vu que ces médicaments-là sont en vente libre, marketing, et voilà, à la fin de la journée, est-ce que toi, quand tu as mal à la tête, tu as besoin de regarder une pub ici pour te dire qu'il faut acheter de l'ibuprofène, de l'aspirine, de l'acétaminophène, je ne sais pas quoi. Ça reste le principe actif qui nous intéresse. Donc ici, le prix, voilà, si je ne sais pas la marque qui va m'intéresser. Maintenant, pour les capotes, c'est différent. Donc, pour les capotes, c'est différent. Bien pour les crèmes, pour le corps, ça peut être également différent. OK? Bref, pour revenir ici à 3M, ce que je veux dire ici, c'est que, en conclusion, cette compagnie pourrait être intéressante au prix, malgré les procès. OK? Parce que ce qu'elle est en train de faire présentement, c'est qu'elle prend les bonnes décisions. Il faut séparer l'entité. Il faut la séparer ici, histoire de préserver la valeur, de préserver une partie de la valeur ici. OK? Et le segment ici de la santé a de l'avenir. Maintenant, qui va avoir tendance à supporter les procès après? On va voir ça au fur et à mesure que au courant de l'année 2024. OK? Donc, on attend. Je pense qu'elle a déjà donné le nom de la nouvelle entité. J'ai oublié comment ça s'appelle ici. Mais dans tous les cas de figure, ça reste ici un feuilleton à suivre avec attention. Donc, ceux qui sont des actionnaires de 3M ici, vous n'allez pas forcément tout perdre. Il y a de grandes chances que 3M revienne ici à des prix aux alentours. Attention! L'entité combinée aux alentours de $165. Maintenant, l'entité séparée, il faut prendre la capitalisation boursière après calcul de l'entité séparée et l'entité restante ici, d'accord, pour voir à peu près si on gagne de l'argent ou pas. Ce qui veut dire que actuellement, si c'est 60 milliards ici de capitalisation boursière et qu'on se sépare en deux et que, disons, 3 ans plus tard, quand on joint les deux activités, ici, on se rend compte que quand on s'est séparé, on avait 60 milliards globalement. Et quand 3 ans à 5 ans plus tard, on se rend compte que les deux entités, si on les combinait ici aujourd'hui, on se rend compte qu'on a peut-être 120 ou 100 milliards. Ce qui veut dire que vous, en tant qu'actionnaire de 3M, si vous avez gardé vos deux actions ici, vous avez fait de l'argent. OK? Donc, ce n'est pas forcément mauvais. Donc, je comprends ici ceux qui ont peur des procès, etc. Vous avez également parfaitement raison. Vaut mieux être prudent, peut-être revenir quand tout ça sera un tout petit peu plus propre. Mais, en l'état actuel des choses, 3M est très sous-évalué. D'accord? Très sous-évalué. C'est vrai également qu'on ne va pas mettre 5% de son portefeuille dessus, parce qu'il y a toujours ces risques-là. D'accord? Donc, ça peut-être 1-2% de portefeuille sur ce genre d'entité. Donc, on va continuer à observer la compagnie. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je dis toujours ici qu'en lien d'adoption de la vidéo, vous avez ici accès aux notes d'analyse gratuitement jusqu'au 29 du mois de février. Je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls, je vous présente ici des notes sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. OK? Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas également le travail d'analyse derrière. Non. Vous lisez également les rapports financiers, vous essayez de recoller ces morceaux-là. Parce que ce que je mentionne ici, j'aime bien qu'on aille challenger. Allez vérifier l'information. D'accord? Je vous ai dit où est-ce que moi j'ai pris tout cela. Et je sais que les gens n'aiment pas lire. Et si vous n'aimez pas lire, ne faites jamais de stock picking. OK? Ne faites pas de stock picking. Allez acheter des ETF, Bitcoin, je ne sais pas quoi. Allez acheter des ETF. C'est mieux comme ça. OK? Voilà, ça sera toujours mieux que la majeure partie ici des stock pickers. Si vous décidez de faire du stock picking, vous devez lire vos rapports financiers chaque trimestre. En tout cas, au moins pour les 50-60% ici des entités ici qui composent votre portefeuille, vous devez les lire. Vous devez lire les rapports financiers. D'accord? Donc, généralement, dans les notes d'analyse ici, pour ceux qui sont dans le premium, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences que je vous donne ici, je présente l'entreprise ici, et on fait le suivi. Donc, tant que le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité, je fais le suivi. OK? Donc, j'aurai tendance à relire les rapports financiers chaque 6 mois. D'accord? 6 mois à 3 mois, de toute façon, la plupart des entreprises, je les connais un tout petit peu. Et si vous avez des questions par rapport à ça, on est là pour y répondre. Parce qu'une fois qu'on a lu les rapports financiers ici, on peut parler d'autre chose que les chiffres. Enfin, quand on dit les chiffres ici, autre chose que les bénéfices nets, free cash flow, etc. OK? Donc, vous voyez ici qu'on ne vient pas... On peut parler d'éléments quantitatifs, mais dites-vous toujours que la plupart des entreprises, surtout les entités nord-américaines, je pense que j'ai déjà lu au moins une bonne centaine de rapports financiers sur différentes entreprises. Je dis, mais 100, c'est très peu, peut-être même 500, pour faire simple. Peut-être que le S&P 500, en 10 ans quand même, c'est possible. OK? Donc, vous également, vous pouvez le faire. L'anglais n'est pas un problème. Allez lire les rapports financiers, commencez dès le début.
Ok, au début, ça sera compliqué, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, ça sera mieux. Donc, quand vous commencez avec les notes d'analyse, par exemple, ici, vous pouvez rechercher l'information directement. Ok, il a dit ça, allons-y voir où est-ce que c'est. D'accord. Donc, les conférences call, magnifique, vous pouvez l'écouter comment on appelle ça, l'application qu'on appelle Quater, qui remplace aujourd'hui mon Spotify. J'adore cette application-là, c'est gratuit. Ok, vous téléchargez, vous l'écoutez pendant que vous faites vos sports ou bien pendant que vous êtes en voiture. Commencez à habituer vos oreilles. Bref, pour troisième en note de jour, ça reste une compagnie qui est sous-évaluée. Vous connaissez la situation actuelle. Vous voyez également que la situation, enfin, elle est en processus, enfin, les procès sont en phase ils sont en train de résoudre ici ces différents problèmes-là, d'accord? Mais ce n'est pas terminé. Donc, le spin-off également ici, il est toujours en cours ce segment d'activité-là aura certainement une valeur bien plus élevée quand elle sera séparée ici de troisième. Parce que quand elle appartient dans l'entité troisième ici, voilà, le news flow négatif sur la compagnie dans sa globalité ici fait à ce que ce segment-là ne soit pas valorisé à sa juste valeur. D'accord? Donc, ce qui veut dire que ceux qui achètent du troisième en date d'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas si fou que ça. Ok, vous n'êtes peut-être pas si fou que ça. Donc, allez-y au-delà des procès, regardez l'évolution en cours à peu près et dites-vous que ces genres d'entités, il y aura toujours des procès. Vous voyez également que ce qu'on a annoncé précédemment, comme je l'ai tantôt dit, c'est peut-être pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui, on a des milliards à payer, mais pas sur un an, mais n'empêche que ça a un impact sur les bénéfices nets de la compagnie. Et ne soyez pas également surpris que ce dividende-là soit réduit après la séparation des deux entités. Ceux ici qui cherchent uniquement le dividende, etc., gardez déjà ça en tête. Donc, il ne faut pas que ce soit une surprise. Après, demain, vous allez dire que, oh, encore un coup de chance. Bye.